We're moving on to our next presentation. Our next speaker is Mrs. Catherine Darrow. She is assistant professor in AgroCampus West. She's got a doctor in rural economy and has an engineering degree in agronomy. She currently works as an assistant professor in rural sociology. She worked for several rural organizations. Sorry for that. She worked for several rural organizations in France, undertaking project evaluations on subjects such as improving environmental impact of farming, empowerment of women, young farmer settlement in innovation systems, and innovating creation of rural activities. Her research relies on the interdisciplinarity approach embedded in sociology and public policy analysis, and she is part of several national and European collaborative research programs associating NGOs and academic partners with the aim of implementing sustainable rural development through empiric research. And in her presentation she will explain to us how sustainable rural economies can be developed by promoting local processing and marketing. The floor is yours. Donc je vais parler en français pour plus de confort, merci. Je suis très heureuse de pouvoir présenter un certain nombre de résultats de recherches qui ont été développés ces dernières années dans différents cadres et qui ont associé à chaque fois des organismes de recherche et des ONG. Les deux sources de résultats que je vais utiliser principalement sont d'une part un projet européen qui s'est appelé FAN, Facilitating Alternative Agri-Food Networks, et qui associe 5 pays, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, entre 2008 et 2010, avec l'idée de voir quelles sont les politiques publiques qui peuvent favoriser ou limiter le développement des circuits courts en Europe. Et puis ce projet avait une espèce de projet jumeau en France qui associe à peu près les mêmes partenaires et qui dure depuis plus longtemps. Donc un certain nombre de résultats que j'utilise ont été présentés dans le cadre du programme FAN, mais produits en France. Et ce que je dis à propos de la France, parce qu'il y a beaucoup d'exemples français dans ma présentation, ce sont des éléments qui sont extrapolables à l'échelle européenne. On a pu le montrer dans le cadre du projet FAN. Donc beaucoup d'exemples français, mais des vérités européennes. Voilà. Alors, on va parler de 3 points dans cette présentation. D'abord, je vais passer en revue un certain nombre d'idées reçues qui circulent sur les circuits courts, et puis on va voir un petit peu ce que la recherche nous en dit. Ensuite, on va essayer de voir en quoi cette question des circuits courts locaux nous amène vers un nouveau modèle d'agriculture qui est lié au modèle agrobiologique, mais pas complètement, qui a ses spécificités. Et puis on verra quelles sont les politiques publiques qui favorisent le développement de tels circuits courts, qu'est-ce qui coince, comment on peut améliorer ces questions-là. Alors, quelques idées reçues à propos des circuits courts alimentaires. Les circuits courts sont bons pour le revenu des agriculteurs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Quand on interroge les agriculteurs, au cours des enquêtes qu'on a pu faire en Europe, les raisons pour lesquelles ils commercialisent localement en circuit court leurs produits sont nombreuses, mais une des raisons qui revient systématiquement, c'est le souhait de garder la valeur ajoutée de leurs produits sur l'exploitation pour eux et de ne pas la dilapider dans les chaînes agroalimentaires d'amont et d'aval auprès des fournisseurs de la transformation et du transport. Alors, pour ça, on va comparer 2 exploitations qui sont très caricaturales, hein. C'est juste histoire d'illustrer ce point-là. La première exploitation est une exploitation bretonne, très classique du modèle breton intensifié, 52 hectares, 2 travailleurs, une 60aine de vaches laitières et 600 poules pondeuses. En système conventionnel, pas biologique du tout. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la valeur de la production, est 250 000 €, dont 16 000 € d'aide PAC du premier pilier essentiellement. Les charges s'élèvent à 210 000 € sur cette exploitation-là, elle existe, hein, c'est une exploitation réelle. L'essentiel étant constitué d'aliments pour les animaux, notamment l'aliment pour les poules pondeuses, c'est un élevage hors sol. 20 000 € de remboursement, il reste 15 000 € par travailleur, ce qui est un revenu très décent en agriculture. Alors, au passage, on remarque que les aides publiques correspondent à un des 2 revenus qui est dégagé sur l'exploitation. C'est intéressant de voir.
Bon, la valeur ajoutée très importante là, sur cette exploitation est finalement dépensée en intrants d'un côté, donc les chaînes d'amont, et auprès des producteurs, auprès de la transformation de la vente en aval. Alors, deuxième exemple, une exploitation très très différente, 2 hectares, un seul travailleur qui commercialise toute sa production de fruits et légumes avec un système de panier auquel les consommateurs sont abonnés. Donc rien à voir comme exploitation. Le chiffre d'affaires de cette exploitation-là n'est que de 39 000 €, sans aide, PAC. Les charges sont de 18 000 € et puis le remboursement d'emprunt de 5 000 € par an. Il reste à ce producteur 5 000 € pour ce salarié. La valeur ajoutée reste donc sur l'exploitation, c'est très net quand on compare ces 2 exploitations-là. Alors évidemment, ça ne représente pas toute la situation européenne, mais c'est relativement parlant quand même. Deuxième idée reçue. Les circuits courts de proximité sont bons pour les consommateurs, notamment pour le porte-monnaie du consommateur. Alors, une étudiante française a fait cette étude très intéressante. Vous voyez sur la gauche de l'écran qu'elle a comparé le contenu de 4 paniers classiques, dont je n'ai pas le contenu, mais des produits de tous les jours alimentaires. Et elle est allée acheter ces produits dans différents lieux. Elle les a achetés d'abord au supermarché conventionnel, pas des produits certifiés en bio. Ce sont les produits les moins chers qu'elle a pu trouver. Au supermarché, ces produits coûtaient relativement peu cher. Elle a acheté les mêmes produits en agriculture biologique, soit dans des magasins en circuit long, soit au marché. Et ces produits étaient nettement plus chers. Et puis finalement, elle a acheté ces produits biologiques, cette fois-ci certifiés, soit à travers des systèmes de panier, ce qu'on appelle des AMAP en français, soit sur le marché localement, mais certifiés. Et on s'aperçoit que c'est là, en vente directe, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans passer par des chaînes longues et des magasins, que ces produits biologiques locaux sont les plus abordables pour le consommateur et s'approchent finalement du prix des produits conventionnels qui sont vendus en grande surface par les circuits longs. Donc finalement, c'est en vente très directe, sans intermédiaire entre producteurs et consommateurs, que le consommateur arrive à se procurer des produits de qualité à un prix convenable. J'aime beaucoup cette étude-là, elle est très concrète. Alors, pourquoi les consommateurs acceptent de payer un petit peu plus pour ces produits-là? C'est un peu mystérieux. Alors, les chercheurs ont enquêté aussi. Il y a eu plusieurs enquêtes, de nombreuses enquêtes auprès des consommateurs. C'est pareil, les raisons pour lesquelles ils achètent ces produits sont nombreuses et les raisons pour lesquelles ils acceptent de payer davantage sont nombreuses. Mais les enquêtes montrent toutes 4 éléments qui reviennent systématiquement. Premier élément, ils font confiance au label, notamment au label qui montre la qualité des produits. Quand un label est présent, les consommateurs sont réellement prêts à payer davantage. Personnellement, c'est un résultat qui m'a surpris. Deuxième point, ils font confiance au contact direct avec le producteur. Même sans label, lorsque le contact direct avec le producteur est établi, les consommateurs sont prêts à payer les produits un petit peu plus chers. Il faut confiance au produit lui-même. Ils estiment qu'en circuit court, les produits sont plus frais et de meilleure qualité. Et enfin, ils acceptent de payer davantage, parfois, pas tous, mais certains acceptent de payer davantage par choix politique pour soutenir les bonnes pratiques agricoles. Nouvelle idée reçue. Les circuits courts de proximité sont bons pour l'environnement. Alors, vous et moi, dans cette assemblée, aimerions pouvoir dire oui, ça va ensemble. Vendre en circuit court, cela permet d'identifier et de vendre des produits de qualité. En fait, les études qu'on a faites là-dessus montrent que ce n'est pas si simple et qu'il reste du travail pour rassembler ces 2 éléments-là. On a une petite enquête qui a été faite en sociologie, qui est très intéressante, qui a inventorié différents producteurs et qui a regardé quel était leur engagement, des producteurs qui vendent en circuit court, bien sûr, et qui a regardé quel était leur engagement dans des productions, dans des systèmes de production de qualité. Et elle a mis en évidence 4 profils d'agriculteurs. Le premier, ce sont des agriculteurs qui produisent de façon très conventionnelle, sans label biologique. Par exemple, l'un d'eux vendait des pommes traitées avec un élevage intensif, l'autre vendait des œufs dans un élevage en batterie très conventionnel, hors sol, mais en vente directe sur le marché. Bon. Les consommateurs achètent ces produits en connaissance de cause. Aucun lien avec la préservation de l'environnement. Par contre, c'est de la vente directe.
Le second, ce sont des améliorations environnementales à la marge, par exemple, pas de traitement sur les fruits, pour vendre des confitures de bonne qualité en circuit court qui sont transformées par les pousses de l'exploitation, mais dans une exploitation très conventionnelle, qui pourrait être l'exploitation bretonne que j'ai présentée tout à l'heure avec des vaches et des poules. Donc des améliorations environnementales à la marge. Troisième type de producteur, un producteur conventionnel qui convertit son exploitation à l'agriculture biologique dans un deuxième temps de sa carrière, donc un revirement, une prise de conscience. Et le quatrième type, un producteur convaincu dès le début et qui produit en agriculture biologique d'emblée. Donc on ne peut pas établir cette équation complète. Les circuits courts de proximité sont bons pour l'environnement à coup sûr. C'est vrai parfois. Ceci dit, en Bretagne, qui est une région très en retard et pour les circuits courts et pour l'agriculture biologique, on s'aperçoit que 3% des agriculteurs en général ont un label agriculture biologique. Et puis si on s'intéresse seulement aux agriculteurs qui vendent en circuit court, 30% d'entre eux ont un label agriculture biologique. Donc l'équation est quand même relativement vraie, même si elle n'est pas complète. On peut améliorer cette question-là, mais on est en bon chemin. Alors, il reste la question des food miles, c'est-à-dire la question du transport. Alors, il y aura de très longs développements possibles sur cette question-là. Je vous renvoie aux travaux de Rich Pirog, qui est un Américain, qui est celui qui a travaillé le plus sur cette question-là. Donc, pour lui, une pomme produite près de chez lui, en Iowa, fait évidemment beaucoup moins de kilomètres que celle qui est produite à l'autre bout des États-Unis. Donc, normalement, la seconde pomme devrait avoir une empreinte écologique, produire bien pire. Elle devrait produire davantage de gaz à effet de serre. Or, Rich Pirog montre que ça n'est pas si simple. Il a fait des calculs très complexes et il montre que parfois, il vaut mieux un gros camion qui voyage plein à l'aller et plein au retour qu'un nombre très important de petits déplacements pour aller chercher localement les produits. Et sa préconisation, c'est de travailler sur la logistique locale pour faire de petites plateformes logistiques et de petits systèmes de transport groupés qui permettent aux consommateurs et aux producteurs d'alléger le volume de transport et de gaz à effet de serre produit au niveau local. C'est très intéressant son travail.